Eh mais dis donc, c'est pas qu'on commence à réavoir un petit décor sympatoche au lieu des murs blancs où je vous rajoute un poster ou deux par ici par là? Bah ouais, en fait mon déménagement continue en même temps que je produis des vidéos. Du coup, bah ça fait un petit fil rouge tout ça. Mais le truc c'est que bon sang, tout ça, ça coûte si cher, ce qui fait qu'actuellement, bah j'ai pas de bras pour mes deux écrans. Vous en voyez un ici, mais il y en a un autre de l'autre côté, et donc bah ils sont par terre. En vrai, je les ai les bras, ils sont juste là, mais j'ai la flemme de les installer tout de suite, et du coup j'utilise ça comme excuse. Mais n'empêche que la question se pose toujours de pourquoi finalement au fur et à mesure des années, on se retrouve avec des produits qui coûtent si cher de nos jours. Après tout, en étant logique et en voyant du coup les évolutions de la technologie et des marchés, on pourrait se dire que tout devient de plus en plus accessible au fil des années, et pourtant c'est pas forcément le cas, ou en tout cas pas dans tous les domaines. Et on va voir pourquoi. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler de l'inflation des prix dans le domaine de la high-tech. Que ce soit les ordinateurs, les téléphones, les composants d'ordinateurs, tout qui coûte si cher finalement. Parce que qui se serait dit il y a 10 ans qu'une carte graphique pouvait coûter 1350 € à sa sortie? Pas grand monde, vu que même les téléphones ne coûtaient pas ce prix-là non plus. Alors attention, on n'est pas sur Léo Economy Maker ici, donc on va pas parler d'inflation, de taux, de CAC 40 et de tous ces trucs qui permettent de devenir riche en 4 secondes grâce à un certain Julien. Non, ici je vais plutôt vous parler de la complexité de construction de beaucoup de produits, de la demande du coup des utilisateurs, mais aussi de la concurrence entre les marques. Déjà, pour voir la différence flagrante, on pourrait reprendre l'exemple pris à l'instant avec la carte graphique, car oui, la plus grosse carte graphique actuelle de chez Nvidia, la RTX 2080 Ti, a été au prix de lancement de 1350 €, 1199 $ pour les États-Unis, sachant que le prix pouvait être plus élevé pour les différents constructeurs. Mais bref, quand on voit que la plus puissante de la génération 2, donc la GTX 295 qui était sortie en 2009 était à 500 $, ouais, la PC Master Race ça peut coûter cher sa mère, parce que oui, ok, l'inflation, blablabla, mais entre 2009 et 2019, y a pas non plus une différence folle. Et malheureusement, je vais souvent parler en dollars ici, car bon sang, c'est tellement compliqué de trouver des vieux prix de lancement en euros maintenant. Du coup, désolé si je swap souvent entre les deux. Mais mettons cet exemple de côté, déjà car cela s'explique avec plusieurs facteurs, donc on va déjà décortiquer tout ça. Mais surtout parce que ça parlera pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a un produit par contre que tout le monde connaît, bien que vous avez déjà sûrement vu une fois dans votre vie, c'est ce fameux iPhone. Car ouais, on peut se dire que l'iPhone coûte ultra cher aujourd'hui, et que si on veut l'iPhone 11 Pro Max, qui est le plus puissant actuellement et en même temps le plus grand de la firme, on va devoir débourser entre 1259 et 1659 €, ce qui est plus élevé qu'un SMIC. J'espère qu'à ce prix-là, le mode avion te fait voyager à l'autre bout du monde. Alors faire une blague style code de meuf, ouais, on est pile poil. Le truc, c'est que ce n'est pas une surprise de trouver ces téléphones de cette firme à des prix plus élevés que la moyenne. Et on a toujours eu ce sentiment que l'iPhone était vraiment très onéreux, toujours au-dessus de 4 chiffres. Pourtant, le premier iPhone, sorti il y a à peine plus de 10 ans aussi ici, avait un prix de départ de 499 €, soit littéralement moins de la moitié du dernier, ou même moins du tiers pour la plus grosse version. Je veux dire, aujourd'hui, un téléphone à 500 €, on dit que c'est un superbe rapport qualité-prix. Et il y a 10 ans, on trouvait ça exorbitant. Cette hausse de prix ne s'est pas faite d'un coup, mais avec ces deux extrêmes, on se rend compte que le prix a évolué petit à petit pour arriver à cette folie furieuse qui est le dernier iPhone 11 Pro Max. Et la faute à qui tout ça? C'est la vôtre en fait. Bon. En réalité, pas que. Ce qui se passe dans ce genre de domaine, c'est qu'on a souvent des produits qui arrivent sur un marché qui n'est pas exploité. Ici, les smartphones, et d'avoir des prix attractifs pour attirer le chaland. Une fois que c'est fait et que tout le monde n'a plus l'envie d'en avoir un, mais maintenant la nécessité d'en avoir un, là on peut commencer à pas mal s'amuser et à augmenter les prix. Mais pour autant, on peut aussi rentrer dans un marché grâce à la même technique. OnePlus l'a fait avec des smartphones qui coûtaient allez, 200 balles à tout péter, avec des invitations très limitées, qui étaient considérés comme des flagship killers, pour au final aujourd'hui se retrouver avec des modèles 3 à 4 fois plus chers ici aussi que celui d'origine. Sauf que ici, comme dit plus tôt, on reste sur un milieu qui a de la concurrence, car certes le système d'exploitation sera différent pour iOS et Android dans le cas des smartphones, mais sur des caractéristiques pures, donc tout ce qui est appareil photo, processeur, RAM et tous ces trucs là, plusieurs marques sont sur le marché, ce qui permet d'équilibrer à peu près le tout, malgré quelques ententes évidentes dont on reparlera plus tard. Mais pour revenir à Nvidia, il y a aussi ça qui rentre en jeu finalement. Alors je sais qu'on va me sauter au cou en me disant que si AMD vend aussi des cartes graphiques, et oui, c'est vrai, mais autant j'adore AMD, je trouve par exemple que Ryzen est incroyable, autant aucune de leurs cartes graphiques ne rivalise avec les plus puissantes de chez Nvidia. La RTX 2080 Ti n'a pas du coup de concurrence. Ce qui fait que c'est compliqué de trouver un challenger des cartes comme celle-ci, même à toutes les cartes qui utilisent le ray tracing, vu que c'est pas encore le cas chez AMD. Donc en premier lieu, sur les autres modèles moins haut de gamme, on va se retrouver dans le même cas de figure que sur les téléphones finalement. Donc celui-là, vous l'avez à peu près compris, avec des cartes qui évoluent, des marchés qui évoluent aussi,
aussi grâce du coup à la concurrence, et donc on peut reprendre les points cités précédemment. Mais pour ce qui est des cartes plus puissantes, elles profitent aussi de tout le boost du marché de base, tout en allant encore plus loin, et c'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre la meilleure carte graphique et le deuxième meilleur modèle, qui lui a une concurrence à peu près. Car à leur date de sortie, la RTX 2080 coûtait 500 € moins cher que la TI pour 20% de meilleure performance dans les cas les plus favorables. Ouais, est-ce que ça vaut le coup? Ça, chacun est libre de juger. Et ça arrive sur plein de marchés sans que vous vous en rendiez réellement compte. Celui des drones par exemple, où DJI a augmenté ses prix petit à petit après être devenu la marque de référence, ce qui leur a permis de booster à mort le prix de ses joujoux par la suite. Pareil pour Elgato aussi, qui a rapidement écrasé le marché des cartes de capture, ce qui a pu permettre une augmentation assez vénère des prix, et en plus de s'installer sur des marchés qui intéressaient certains mais qui actuellement n'étaient pris par personne ou presque, comme celui des claviers de contrôle comme le Stream Deck juste là, ou même des fonds verts un peu plus pratiques, ce qui permet de faire payer ça beaucoup plus cher, parce que là la demande existe mais l'offre n'est disponible que chez un seul constructeur. C'est ce qu'on appelle un monopole. Pour autant, ne croyez pas qu'il y a que des méchants marketeurs dans des bureaux qui sont là pour voir jusqu'où ils peuvent tirer la corde pour vous faire cracher le maximum de thunes. Car oui, ok, c'est le cas, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui travaillent dans le domaine de la technologie, notamment dans le milieu de la recherche et développement par exemple, le fameux R&D. Ouais, il y avait clairement pas autant de jobs avant, parce que déjà ça rapportait pas autant, il y avait pas autant de gens aussi qui étaient intéressés par tout ce qui était technologique. Mais en plus de ça, c'était pas aussi complexe qu'aujourd'hui, et c'est normal vu qu'il y avait encore tout à créer. Alors d'un côté c'est vachement bien, parce que encore une fois, il y a 10 ans, personne n'avait de smartphone, et regardez ce que c'est aujourd'hui, tout le monde en a un, et il y a même plus de smartphones en France qu'il y a d'habitants, et c'est le cas sur plein de secteurs, le hardware, le jeu vidéo, la domotique, tout ça profite de ces tarifs plus élevés pour ainsi avoir de plus grandes équipes qui travaillent là-dessus. Car ne croyez pas que sortir un téléphone pliable, ça se fait avec 3 pimpins en 2 jours dans une cave, clairement pas. Même si le milieu du jeu vidéo n'est pas touché par tout ça, on peut le voir de manière assez flagrante, qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui travaillent sur ces derniers. Un jeu sur de vieilles consoles, il y avait quoi au maximum 20-30 bonhommes qui se battaient sur l'écran du générique. Et quand on regarde il y a maintenant 10 ans, histoire de rester dans cette période-là, genre Dead Space 2, le générique durait près de 13 minutes. Alors imaginez les jeux d'aujourd'hui, et ça partout. Et pour montrer qu'il faut de plus en plus de gens vu la complexité de tout ce qui se passe de nos jours, un processeur des années 70 possédait 2300 transistors, alors que l'AMD Epic Rom, sorti cette année, en possède près de 40 milliards. Ouais, c'est un chouïa plus, environ plus de 5 fois le nombre d'habitants sur Terre. La fameuse Oula de Moore. Il a fallu des années et des années de développement et de recherche pour réussir à construire quelque chose de viable. Et il faut savoir que quand un produit sort, la génération d'après est déjà en chantier, voire même celle d'encore après. Si ça se trouve, l'iPhone 13 existe déjà et Tim Cook est déjà tranquillou avec son smartphone avec 8 capteurs à l'arrière. Ah, quelle chance. En plus de tout ça, le marché est beaucoup plus contrôlé qu'avant. Il n'était pas rare d'avoir des produits défectueux par le passé. Never forget les PS3 qui tombaient en rade au bout d'un an malgré le prix exorbitant de 700 balles à sa sortie. Oui, j'en ai une, oui, j'ai encore le seum. Aujourd'hui, avec tout ce qui est garantie européenne assez contrôlée et surtout toutes les normes de sécurité à assurer sur un produit, il y a ça aussi qu'on retrouve sur la facture, et toutes ces certifications, elles ne sont pas gratuites. Vous croyez quoi? Faut le savoir, mais en soi, vous n'avez pas le droit de vendre un produit sans qu'il soit contrôlé. On me demande par exemple de parfois vendre mes DIY comme la NES ou la bande d'arcade, mais si je devais les vendre assemblés, ça me coûterait bonbon à faire checker tout ça. Le cas le plus connu ici est la certification d'étanchéité que l'on peut retrouver sur la plupart des smartphones récents, ce fameux IP58, 67, 68, etc. Si vous voulez en savoir plus sur l'étanchéité des téléphones, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mets en fiche juste là, en haut à droite, vous pouvez cliquer dessus et voir cette vidéo, bien évidemment après celle-là. Mais bref, le truc c'est que cette certification justement, elle a un coût, et tous les constructeurs n'ont pas forcément envie de le subir. Certains se disent que ça vaut pas forcément du coup la peine de la payer, car ça se répercutera forcément sur leur marge, et du coup sur le coût final du consommateur. Vous vous doutez bien qu'il est impossible de savoir le prix d'une telle certification, car cela est tenu confidentiel par la plupart des constructeurs, et surtout cela dépend d'un modèle à un autre. Néanmoins, OnePlus avait affirmé que cela aurait rajouté 30 $ au prix du smartphone sur le OnePlus 7, donc il n'y a pas plus de preuves que ça, donc on peut pas forcément savoir si c'est réellement le cas, mais ça nous montre quand même que ça a un certain coût, car pourtant leur téléphone résiste à l'eau et aurait donc une très bonne certification, et donc ça rajouterait aussi un petit peu de communication pour le produit, mais voilà, ça s'est pas fait. Parce que pour être clair, on ne parle pas ici d'avoir la flemme de rendre un produit étanche, clairement pas, mais bien de tout faire pour qu'il le soit sans donner d'argent aux gugus qui vont vous donner la petite feuille pour vous dire ah regardez, le téléphone il est étanche. Et dans un smartphone, il y a des certifications, mais aussi des licences à avoir, et bien sûr, tout ça, ça coûte de la moula. Et encore une fois, c'est redistribué dans le prix. Et ouais, ces sociétés sont pas philanthropes, et ces licences pour des technologies brevetées, il y en a pas une ou deux dans nos téléphones, mais bien environ 250 000 d'après une étude de Mozilla en 2016. Ouais, il y a quand
quand même pas mal de choses dans ces petites bestioles. Et c'est clairement pas à négliger, car d'après cette même étude, c'est près d'un tiers du prix du smartphone qui est destiné à payer du coup ses licences justement. D'ailleurs, en parlant d'entente toujours, comme sur le point d'avant, finalement les marques se paient ces licences entre elles, parce que justement Apple a certaines licences dont Huawei a besoin de licences de Samsung, etc. etc. Il y a un vrai business interne ici, en plus de certains composants, comme les écrans OLED qui sont principalement fournis par Samsung pour absolument tout le monde, et même pour Apple, dis donc. Comme quoi cette petite guerre, elle a pas trop de sens. Et tout ça au final, ça crée aussi un autre point, le fait qu'on apporte de la valeur à un objet de valeur. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais c'est pas lié qu'à la technologie finalement, mais à n'importe quoi. On accordera toujours plus de valeur à quelque chose qui a coûté cher, parce que on va se dire que s'il a coûté cher, c'est forcément qu'il est vachement bien. Et avec les prix qui ont augmenté petit à petit, on va forcément se dire qu'un smartphone pas cher a forcément une entourloupe quelque part, qu'un PC 200 € moins cher qu'un autre est forcément moins bon, et que du coup il faut mettre une valeur minimum dans un produit. D'ailleurs c'est un vrai fléau ça, parce que par exemple quand on me demande un conseil sur un téléphone, un ordinateur ou quoi que ce soit, avant même de me parler ce dont la personne a besoin, on va toujours me dire un budget. Sauf que c'est pas la bonne façon de penser, je pense, car au final on est totalement matrixé par tout ça, c'est ultra fréquent, et d'ailleurs c'est pour ça que le dropshipping marche autant, parce que même en payant un petit peu plus cher le même produit, on va avoir l'impression que c'est mieux. Alors c'est le même produit. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo pour arrêter de se faire avoir par tout ça, parce que je sais qu'avec Noël, pas mal de gens vont avoir des sous-sous dans leur poche et vont peut-être se faire avoir par ce genre de site. Payez le prix juste de vos produits et ne regardez pas le prix, car oui, ok, c'est important, mais d'abord regardez ce que ce dernier peut vous apporter. En plus, le fait que la technologie coûte de plus en plus cher, c'est pas vrai dans tous les domaines. Regardez celui des télévisions par exemple. Aujourd'hui, on peut trouver une télévision 4K pour vraiment pas cher assez facilement, et du OLED pour à peine plus, même si vous n'aurez pas de la 4K ici. Bref, il y a moyen de faire tout de même de bonnes affaires, et finalement, encore une fois, c'est une question d'offre et de demande. Vu que la télévision a évolué à une vitesse folle et surtout à des prix délirants, la demande n'était pas aussi forte, et du coup des alternatives étaient trouvées au lieu de ces télés à 2000-3000 balles. Ce qui fait que le marché a vite dégringolé. Mais bon, quand on voit le nombre de smartphones qui sortent chaque année et d'ordinateurs portables qui sortent aussi, vu le nombre de variantes, ou bien même les composants, on se dit que c'est clairement pas le cas sur tous les domaines. Enfin, cette règle ne s'applique pas sur tous les cas. En soi, si beaucoup de moins de composants se vendaient, vu que certains ont l'ultime nécessité d'en avoir, cela créerait aussi une niche, et vous savez très bien que des produits de niche, ça coûte un rein. Car là, on parle de produits très grand public depuis tout à l'heure, mais si on reste sur de la carte graphique et que du coup on regarde de la Quadro par exemple, donc des cartes graphiques plus pour professionnels, on voit ici que le prix a plutôt eu tendance à aller à la baisse qu'à la hausse. Comme quoi, la règle change par rapport à pas mal de facteurs différents. Il faut bien voir aussi aujourd'hui que tout évolue tellement vite qu'on se retrouve avec des produits bourrés de nouvelles technologies, toujours plus puissants et toujours plus poussés. Et ça, du coup, ça se paie. Et vous alors, c'est quoi le truc technologique dans lequel vous avez mis le plus d'argent dans votre vie? Eh bien, dites-moi tout ça dans les commentaires, juste en dessous. Et surtout, c'est quoi pour vous le juste prix là-dedans? Par exemple, niveau téléphone, vous pensez qu'il faudrait payer combien pour en avoir un bien? Et finalement, quel est votre juste prix? Hop, en haut à droite, une petite fiche, un petit sondage, et comme ça on va pouvoir voir quel est le prix du téléphone parfait. Car encore une fois, oui, un téléphone à 100 € peut être vachement cool, mais si on se dit inconsciemment qu'il a coûté pas cher, on va aussi se dire de manière inconsciente qu'il est claqué au sol, alors que c'est pas forcément le cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien évidemment comme d'habitude le pouce bleu de l'amour, et bien sûr de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux de l'internet, que sont Twitter, Instagram, TikTok, bref, vous choisissez. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui trouvent que tout coûte trop cher de nos jours dans ce domaine-là, histoire de les aider un petit peu à comprendre tout ça. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!